Tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus ce soir et d'avoir bravé le froid, la grève SNCF et même les RER, si j'ai bien compris. Bon, vous l'avez compris, pour les habitués, on va faire ça chaque année au mois de novembre, un peu sur le modèle de la keynote d'Apple. Alors, on est un peu moins nombreux, on a un peu moins d'annonces et un peu moins de moyens, mais l'idée, c'est d'y venir au fur et à mesure. En 2030, on y sera. L'idée, c'est aussi de fédérer une forme de communauté autour du projet WIR. Donc, vous avez peut-être lu vos badges les uns les autres, mais en gros, il y a des gens, des personnes de WIR, des salariés, il y a des clients dans la salle, il y a nos partenaires, notre banque d'affaires, notre agence RP, etc. Et il y a toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin, notamment la NFR ou l'ARCEP. Voilà, un certain nombre, et bien sûr, nos investisseurs du dernier tour de table, représentés par une trentaine de membres de la communauté Blast, sont venus ce soir. Alors, contrairement à l'an dernier, on a quelques annonces à faire, mais on va passer la parole en premier lieu à des personnes externes, et c'est les infos les plus importantes de la soirée, notamment à 2 cabinets d'études de marché, Opinionway d'un côté et Alcimed de l'autre, donc Alexandra et 2 Alexandres qui vont prendre la parole et qu'on a interrogé sur une question assez basique. On sait tous que la techno de WIR est assez incroyable. Comme vous allez le voir, on est arrivé à faire des produits qui marchent, qu'on vend à des clients, mais il reste quand même une question assez basique. Le marché de WIR est-il énorme ? Est-il moyen ? Est-il réel ? Où se situe-t-il ? Voilà. Et donc c'est un point auquel on voulait absolument répondre cette année. Et en avant-première, avant que ce soit dans la presse dans les jours à venir, vous allez découvrir les réponses à ces questions sous 2 axes différents. Un premier axe par Opinionway qui a interrogé, tu nous l'expliqueras Alexandra, de nombreux décideurs de l'industrie pour leur demander si WIR répond à leurs besoins, de quelle façon, etc. Et un deuxième axe plus étude de marché, je dirais traditionnelle, de chiffrer la taille du marché, indoor et outdoor, et savoir si on adresse un marché de 100 millions ou de 1000 milliards. Le suspense est à son comble. Et enfin, je prendrai la parole et je vous mettrai un peu à jour sur les dernières infos de WIR et les news à venir. Alexandra, à toi de jouer. Effectivement, on va vous présenter, on a interrogé des industriels, 194 entreprises, toutes du secteur de l'industrie, et toutes avec au moins 20 salariés, pour positionner un petit peu les personnes qu'on a interrogées. Elles sont toutes décideurs sur la thématique de géolocalisation indoor. Décideur comment, soit décideur final, ça correspond à la moitié de nos répondants, soit consultantes qui participent à la décision pour co-construire effectivement cette décision de géolocalisation indoor au sein des entreprises. On est représentatif du marché qu'on interroge, donc des industries de 20 salariés et plus en termes de domaine d'activité et en taille salariale. 3 constats niveau marché, avant d'aborder effectivement la perception de WIR. Le premier, c'est que effectivement, les technologies de géolocalisation indoor aujourd'hui, aux yeux des industriels, c'est un véritable atout. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'en général, on dit que les études, c'est l'art de passer de l'intuition au fait. Donc ça surprend peut-être pas grand monde, mais pour le coup, là, on en est sûr. Sur 2 points. Les industriels nous disent que les technologies de géolocalisation, ça permet d'améliorer la rentabilité du site, soit de façon générale, soit parce qu'on arrive à optimiser la productivité des travailleurs dans l'industrie. Et puis ça permet aussi d'améliorer la sécurité du site industriel, que ce soit un peu matériellement d'un point de vue vol et intrusion, mais aussi d'un point de vue plus humain, en arrivant à réduire les accidents de travail qui peuvent avoir lieu sur le site industriel. Donc, aucun doute maintenant, on ne sait plus une intuition, c'est un fait. Les industriels en sont persuadés. Sécurité, rentabilité, ce sont les maîtres mots de la géolocalisation indoor aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que ces enjeux de risque et de rentabilité, ce sont des enjeux aujourd'hui forts, majeurs dans les industries qui nous disent, voilà, pour la moitié d'entre elles, qu'aujourd'hui, optimiser la circulation des personnes, c'est un enjeu pour leur industrie. Réduire les risques d'accident des personnes qui y travaillent, c'est un enjeu. Et 4 sur 10 disent qu'elles essayent en ce moment de travailler encore et toujours sur la rentabilité de leur site industriel.
Deuxième constat, les technologies de géolocalisation indoor aujourd'hui, elles constituent un véritable besoin. Les industriels qu'on a interrogés, représentatifs du tissu économique français, la moitié d'entre elles sont déjà équipées d'une solution des géolocalisations indoor. On ne s'attendait pas forcément à autant. Elles sont surtout équipées d'un point de vue machine-outil, beaucoup moins d'un point de vue humain, malgré l'importance du sujet aujourd'hui aux yeux des industriels. Et pour celles qui ne sont pas équipées, on pourrait presque dire qu'elles ne sont pas encore équipées pour une partie d'entre elles, puisque 7 sur 10 en ressentent le besoin aujourd'hui. Celles qui sont équipées aujourd'hui et celles qui ne le sont pas, elles considèrent que en termes de fluidité, d'expérience, c'est pas si simple. 94% des décideurs nous disent qu'ils identifient au moins une difficulté à l'installation de technologies indoor sur leur site industriel. C'est pas évident, et puis là, pour le coup, ils sont quasiment tous d'accord, quoi. Ce qu'ils reprochent, ça peut être des difficultés de process, c'est difficile, c'est pas si simple que ça à mettre en place, ou alors des problèmes de technologie, un manque de précision, des difficultés sur la confidentialité des données partagées avec la technologie, ou encore l'incapacité de la technologie, notamment à traverser les murs, par exemple. Ce qui fait qu'il y en a 1 sur 3 qui va même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui convient parfaitement au monde moderne des industries. Et que pour celles qui sont équipées, elles se retrouvent à multiplier les solutions pour multiplier les bénéfices. Donc en moyenne, pour les équiper, elles cumulent 3,6 technologies aujourd'hui de géolocalisation indoor pour arriver à combler un peu tous leurs besoins. Donc une expérience qui pourrait être beaucoup plus fluide à l'avenir et qui est attendue effectivement sur cette thématique. On a donc, fort de tous ces constats, en fin de questionnaire, présenté la solution de WIR rapidement, parce que tout le monde ne la connaît pas encore aujourd'hui, mais on espère que ça s'améliore dans les mois et années à venir. Donc on leur a expliqué rapidement. On met 4, vraiment très simplement, pas sur la technique de comment elle fonctionne, mais qu'est-ce qu'elle permet. 4 antennes pour couvrir 1 km², et puis après on avance sur la capacité à traverser le béton, effectivement, les éléments tout descriptifs, une multiplicité d'éléments possibles à traquer. Et fort de ces informations, ils nous disent à la fois que la solution est pertinente à 75% pour répondre aux enjeux des industries modernes, des industries 4.0 aujourd'hui. Ils en sont convaincus pour les 3 quarts. Et ce qui nous intéresse, nous, souvent en études, c'est la part de ceux qui sont tout à fait concernés, tout à fait intéressés, qui trouvent que c'est particulièrement, qui sont convaincus en fait en la matière. Et là, on est à 32%, c'est très important, alors qu'on est à 0% de personnes pas du tout convaincues par la solution sur cette thématique. Donc ce sont de beaux résultats. Et au-delà du marché, globalement, on leur a demandé si c'était pertinent pour eux, leur industrie, personnellement, en réalité. Et ils sont tout aussi nombreux à considérer que la solution pourrait être intéressante pour leur industrie, que ce soit au niveau global à 77%, ou dans le détail, les personnes qui sont intimement convaincues par la solution pour leur propre compte, à hauteur de 29%. Tout a plu. Dans le détail, on a testé chacune des dimensions. Tout a plu. On est sur des 70 à 83% d'adhésion, donc vraiment toutes les dimensions ont plu. Que ce soit la simplicité d'installation sur le site industriel, qui effectivement répond à un enjeu aujourd'hui par rapport aux solutions des équipés, par exemple, mais aussi la capacité de traverser les murs, les 4 antennes, la précision. On a vu aussi précédemment que c'était un sujet qui pouvait être un peu compliqué pour certains. Mais la thématique, la dimension, qui a vraiment la plus plu de toutes, c'est la capacité à traquer un nombre infini d'éléments, avec 42% de top adhésion et 83% d'adhésion au global. Donc un argument en tout cas qui fait mouche auprès des industriels, qu'ils soient équipés aujourd'hui d'une solution ou non. Si vous avez des questions, je serai disponible sans souci à l'issue de ces échanges. N'hésitez pas à nous solliciter et puis à approfondir un peu la question avec WIR ou avec moi-même, sans souci. Alors une seconde étude rapide. Alors l'idée c'est d'évaluer la taille du marché en fait. La taille du marché avec des milliards d'euros, parce qu'à un moment donné, une entreprise comme WIR, c'est une entreprise à but économique. Donc combien de milliards d'euros de solutions WIR on peut vendre globalement sans donner les résultats par avance, sur 2 questions assez simples.
le jour où on a une constellation de satellites qui émet les signaux WIR, donc un peu la vision globale, on adresse quelle taille de marché. Et puis, bon, ça c'est dans quelques années, et puis là, tout de suite, maintenant, en mettant des antennes terrestres, on adresse quelle taille de marché. Voilà. Donc je passe la parole à Alexandre et Alexandre de Alcimed qui ont fait un boulot incroyable. C'est une des premières fois de ma vie où je crois en une étude de marché. Non pas parce que c'est ma boîte, parce que la première boîte que j'ai lancée, on avait fait une étude de marché. Bon, je l'avais rendue, j'y croyais pas un instant. Et celle-là, elle est réellement en béton. Donc je vous laisse les écouter attentivement. Donc Alexandre Corral d'Alcimed, je suis responsable de mission à Toulouse. Donc on a accompagné WIR pendant 3 mois pour estimer la taille de marché, donc sur 2 types de solutions. Donc le premier type sur une solution terrestre et le deuxième sur une solution spatiale, donc avec une constellation de satellites. Et on a évalué ce marché-là sur 2 types de marchés différents, le marché indoor, donc à l'intérieur, et le marché outdoor, à l'extérieur. Donc sur la partie terrestre, on est essentiellement sur un marché indoor. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose qu'on perçoit, mais en fait, il y a une adoption massive sur ce marché-là. Là, on peut voir les chiffres sur les 5 dernières années avec un taux de croissance à 18%. Et ce taux de croissance important, il s'explique parce que, comme vous pouvez en témoigner tout autour de vous, on a de plus en plus d'objets connectés, on a de plus en plus de services cloud finalement qui permettent de développer de nouveaux services à valeur ajoutée. Et toutes les industries, comme on en a parlé avant, beaucoup de secteurs ont tendance à digitaliser leurs processus pour avoir davantage de traçabilité. Et la preuve en est qu'on a beaucoup de grandes marques qui commencent à adopter des technologies indoor, notamment de l'ultra-wideband qui est la technologie la plus précise. On retrouve Apple par exemple avec l'Apple Tag, Samsung, Tile et encore Apple du coup qui intègre de l'ultra-wideband dans l'iPhone 11. Et en fait, WIR, du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'il pouvait rentrer complètement en compétition avec cette technologie-là, mais proposer une couverture 100 fois meilleure. Et une couverture 100 fois meilleure, concrètement, en termes de proposition de valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire moins d'infrastructures, donc moins de complexité. On réduit les coûts d'hardware et surtout, on permet une continuité de l'extérieur vers l'intérieur. En termes d'indoor, avec une solution terrestre, du coup, ça nous permettrait d'atteindre un marché de 25 milliards en 2028. Et on s'attend qu'avec la connectivité, la croissance soit encore assez gigantesque pour atteindre 175 milliards en 2033. Essentiellement tiré par 3 grands secteurs. La grande distribution, où on voit que la grande distribution essaie d'avoir de plus en plus de solutions connectées pour de l'inventaire ou pour améliorer l'expérience client. La santé, avec toujours plus de lits connectés, des équipements connectés, ou pour faire le suivi de certaines substances en termes de température, par exemple. Et l'industrie qu'on a mentionné, la logistique et l'industrie qu'on a mentionné tout à l'heure. Maintenant, si on passe de la Terre au spatial, donc l'objectif ce serait d'avoir une constellation d'à peu près 300 satellites. Si on avait une constellation de satellites en termes d'indoor, on aurait toujours une précision métrique importante. On n'aurait pas d'infrastructure supplémentaire parce que l'infrastructure en fait elle serait dans l'espace, donc pour le client il y aurait pas de gateway à installer, et on aurait une absence de zone blanche parce que ça permettrait une couverture globale mondiale. Donc là on voit on permet d'aller plus loin sur l'indoor, et surtout donc comme on l'a vu, le marché indoor est plutôt orienté B2B, et en fait on pourrait aussi adresser le marché de l'outdoor avec aussi une haute précision. Donc il faut savoir que les satellites de WIR ils seraient un peu plus bas que les satellites GPS existants, et on aurait aussi une forte pénétration du signal, ce qui permet une continuité de la géolocalisation en intérieur et en extérieur. Et en fait, la force de WIR, là, ce serait sa capacité aussi à ouvrir un nouveau marché qui est le marché B2C. Et quand on regarde le marché B2C, c'est un marché bien plus important, et on voit qu'en termes de taille de marché, on passe sur une autre échelle en termes d'ordre de grandeur, avec un marché de 580 milliards en 2028 et qui va continuer à croître à 855 milliards en 2033. Donc essentiellement dû à toujours plus d'objets connectés pour du personnel. Là encore, on se dit que c'est quand même une étude qui est assez conservative parce qu'on a étudié des usages existants, on est sur la base des connaissances actuelles, et la disruption amenée par WIR par rapport notamment à la continuité pourrait permettre d'ouvrir de nouveaux usages qu'on n'a pas forcément encore inclus dans ce dimensionnement. Donc pour résumer, ce qui est intéressant avec la solution de WIR au niveau terrestre, c'est que ça permet de générer des revenus avec un marché adressable assez important à court terme. Et sur du plus moyen terme, quand les satellites seront en l'air, on pourrait multiplier le marché adressable environ par 5. Voilà. Merci à tous.
fait un overview rapide de ce qui s'est passé dans l'année sur Weir et quelques petites annonces de ce qui va se passer dans les mois à venir. On va analyser ce qui s'est passé sur 3 axes assez simples. L'axe de l'équipe, l'axe du produit et un troisième axe que j'ai oublié et qu'on découvrira en même temps. Alors, sur l'axe des équipes, évidemment, on a une croissance assez forte puisqu'on a levé 11 millions en juillet 2023. Lors de la Winnote de l'an dernier, on était en novembre, on était en train de recruter nos équipes. On devait être 6 ou 7. Bon, maintenant, on est 25. Et puis, on continue à recruter. Donc, globalement, on est organisé comme ça. Bon, on dirait que c'est l'organisation matricielle d'IBM, mais c'est bien Weir. On est organisé en une équipe technique qui est sous la direction du co-créateur et de mon associé Antoine, qui est quelque part dans la salle. Merci Antoine, qui dirige 2/3 de l'entreprise, elle-même divisée en une partie module, une équipe qui réalise les produits finis, une équipe qui réalise le hardware, donc les cartes électroniques, et une équipe de brillants algorithmiciens. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, l'équipe technique qui réalise les produits. Ensuite, on a l'équipe qu'on appelle chez nous support, mais en fait, concrètement, il y a 2 membres du COMEX, Camille, qui est notre chief of staff, et Gabriel, qui est notre CFO. On est en train de recruter, d'ailleurs, si quelqu'un veut candidater à ce poste, un talent recruteur, parce qu'en fait, pour gérer notre croissance, au final, c'était Camille qui s'y collait, mais on a besoin de quelqu'un qui fait ça à longueur de journée, en particulier parce qu'on est basé à Montpellier. Donc, Montpellier, il fait beau, mais on n'arrive pas forcément à attirer tous les talents qu'on veut. Donc il y a quelqu'un qui va s'occuper du recrutement chez nous. Dans l'équipe Customer, fraîchement arrivé cet été, Pierre, qui est notre Head of Sales, dont les résultats sont assez incroyables. D'ailleurs, la 3e axe, c'était bien le commerce, ça me vient à l'esprit. Qui a maintenant, qui va recruter un avant-vente avec lui. Pour l'instant, c'est moi qui fais office d'avant-vente. C'est moi qui discute avec les clients sur les caractéristiques produits. Et dans son équipe, il va faire un duo avec un avant-vente. Et Leïla, que vous connaissez déjà peut-être, qui est notre Head of Sales, Head of Com, pardon. Ensuite, 2 petites pré-annonces, en fait. Je m'auto-spoil, puisque on a une équipe US, comme vous le voyez. On va démarrer la partie US de Weir, d'abord avec un BizDev, et ensuite en montant une équipe complète avec un General Manager et d'autres BizDev. Et deuxième annonce avant l'annonce, on avance d'1 an notre roadmap spatial et on commence donc à recruter l'équipe qui va autour de la partie spatiale avec Kevin qui nous rejoint, qui nous vient de Thales Alenia Space et qui était au CNES avant. Donc un poids lourd pour Weir qui va nous faire rentrer techniquement dans ce monde-là. Voilà, côté produit, l'an dernier, on cherchait donc à faire un produit terrestre qu'on appelait la V2, qu'on pensait être la version ultime et qu'on allait garder pendant 3 ans avant de tirer nos satellites. En fait, comme toute start-up qui se mérite, on s'est bien mis le doigt dans l'œil. La V2, elle est super, elle marche très bien, mais elle répond absolument pas au marché. Donc en fait, avec Pierre, à partir d'août, on s'est mis à pitcher nos clients en leur expliquant qu'on allait mettre 4 gateways, des modules V2, etc. Et puis tous les pitchs se déroulaient super bien, jusqu'à arriver à la slide des prix. Alors, et arriver à la slide des prix, ça vaut 200 000 €, et ça vaut 500 €. Alors moi, je tremblais quand je racontais que la gateway valait 200 000 €, mais manque de bol, tous les clients, ils ont bloqué sur le prix du module. Parce qu'en fait, l'avantage concurrentiel de Weir, c'est de mettre 4 antennes sur un très grand site industriel. Et donc, un client qui voit un avantage concurrentiel là-dedans, il veut déployer un très grand nombre de trackers. Et s'il veut un très grand nombre de trackers, ça vaut 1 000 €. Donc s'il prend 1000 trackers à 1 000 €, il achète 1 million € de trackers. Évidemment, économiquement, ça ne tient pas la route. Voilà. Donc moi, j'ai commencé à avoir quelques sueurs froides en septembre, en me disant, je ne sais pas très bien comment on va faire pour vendre à part à des secteurs spécifiques comme la sécurité et la défense. Avec Antoine, on s'est mis à plancher sur le sujet et on a inventé le module V3. Qu'est-ce que cette chose ? En gros, c'est la même chose en 4 fois plus petit et surtout en 10 fois moins cher. Donc là, du coup, ça vaut 50 €. On va garder des gateways un peu optimisés, mais globalement, les gateways, c'est un peu les mêmes. Et on va avoir un module de réception côté tracker qui va être plus petit, qui va tenir 5 ans sans recharger avec 1 point par heure sur sa batterie, et surtout qui va coûter 10 fois moins cher à produire.
À partir de là, on s'est mis à pitcher les clients avec ce module. Et là, on signe en gros des clients toutes les 2 semaines. Donc maintenant, on a un couple produit-marché qui tient la route et pas uniquement juste un produit. En fait, je triche un peu dans mon discours parce que ce truc a un défaut quand même par rapport à lui. Lui, il ne peut pas traquer en continu. Il est fait pour avoir des points, 1 point par minute, 1 point par heure. Alors que lui, il peut traquer en continu 20 points par seconde. Donc le module V2, il servira par des applications spécifiques du style un drone, mais 98% des usages dans l'industrie, c'est 1 point par heure. Et ce module répond à ce besoin. Et puis il y a la vision que vous connaissez déjà peut-être, qui est de miniaturiser vraiment ça en un ASIC qui fait 8 mm par 8 mm, de mettre les gateways dans des satellites. Et là, on n'est pas cher, on n'a plus besoin d'infraterrestres, et on est partout, tout le temps, et on adresse le marché donc de 800 et quelques milliards. Rien que ça. Dernier axe, du coup, le commerce. En fait, on a commencé à commercialiser du coup avec du retard. Le temps de comprendre tout ça, avoir un couple produit-marché qui tient la route. Mais ça se passe extrêmement bien. On discute à peu près avec 150 clients sur 4 mois, ce qui n'est pas trop mal. On a un pipe à peu près de 15 millions et on a un peu plus de 2 millions de deals sous signature. Donc concrètement, au 31 décembre, on aura signé 2 millions de deals. Ça ne veut pas dire qu'on aura fait 2 millions de chiffres. On aura signé 2 millions de deals qui vont s'étaler sur 1 an ou 2. Voilà. Bon, dans les secteurs à forte traction, c'est l'industrie, la smart city et les infra critiques et un peu de sécurité défense. Voilà. Et pour que vous fassiez une idée des usages très concrets, on a des clients qui veulent équiper des robots qui inspectent des canalisations. On a des clients qui veulent potentiellement traquer des flux dans les laboratoires. Peut-être qu'il est dans la pièce et qu'il se reconnaîtra. On a des clients qui veulent traquer des machines à forte valeur. Alors bizarrement, on a 3 clients qui veulent traquer des clés à molette connectées. Avec Pierre, au premier call, on pensait qu'on n'avait pas compris, mais si, il y a un enjeu. Et on a des clients qui veulent traquer des véhicules de l'armée, analyser des signaux, etc. Donc c'est assez divers. En fait, chaque entreprise un peu grosse qu'on appelle, elle a toujours un besoin indoor, et au final, elle va nous solliciter pour faire quelque chose. La roadmap de Weir, donc vous savez que Weir est une deep tech. Qui dit deep tech dit c'est super, c'est une super innovation. Mais 1, ça prend du temps, 2, ça demande de l'argent. Donc c'est intéressant à un moment donné de dézoomer, de resituer, mais où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on n'a pas dérivé de notre mission. La mission de Weir, elle est simple. Être dans l'iPhone 20. Nous, on veut être dans l'iPhone 20. Pour être dans l'iPhone 20 et pour être le leader de la géolocalisation indoor au niveau mondial en 2030, il faut réaliser simplement 2 choses, mais il y a un peu de temps pour y arriver. Il faut lancer 300 satellites qui émettent les signaux Weir et il faut avoir un tout petit ASIC pas cher qui peut être dans tous les téléphones. Donc le chemin pour arriver à ça, on en est au 2/5 en fait, ce qui est quand même pas trop mal. On a inventé la techno Weir, on a inventé le fond du truc, les calculs mathématiques. On a déployé Montpellier. Avec ça, on a levé nos 11 millions. On a réalisé le produit terrestre que maintenant on vend à des industriels pour un déploiement terrestre. Et maintenant on en est là. On va relever, donc sa première annonce de la soirée, on va relever 40 millions d'euros dans les mois à venir, accompagné très probablement par une fameuse banque d'affaires, peut-être aussi présente dans la salle. Et pour faire quoi ? Pour un plan sur 2025-2027 qui consiste à réaliser l'ASIC, pour le coup, à miniaturiser le récepteur et à envoyer en orbite nos 4 premiers satellites à des fins de test. Donc très probablement, mi-26, on aura 4 sats en orbite et on pourra étudier pendant 6 à 9 mois les signaux Weir et vérifier que tout va bien quand on est en spatial. Évidemment, en parallèle, on continuera à vendre nos solutions sur Terre aux industriels. Ensuite, ce sera un peu le grand moment dichotomique de Weir. Soit tout s'est déroulé parfaitement bien, et là, on lève 300 millions, on fait notre série B, on envoie nos satellites et c'est parti. Soit il y a eu un caillou dans la chaussure, du genre la ionosphère qui nous empêche de recevoir nos ondes ou je ne sais quoi. Bon, moi, je pense qu'il n'y en aura pas, mais on verra bien. Et on restera en terrestre. Mais l'idée, c'est d'aller vers la série B, lever 300 millions, déployer notre constellation de satellites en 2028-2029, et en 2030, on est le GPS 2.0, on rentre au Nasdaq évidemment, et on a 500 millions d'utilisateurs, ça coule de source. Voilà, et pour finir, au-delà de la roadmap elle-même, 3 petites annonces que j'ai déjà réalisées, donc ça fait flop ce slide.
On va donc démarrer notre série A avec quand même 9 mois d'avance, hein, parce qu'on a atteint notre objectif avec 9 mois d'avance. Le module V3 est prêt, le couple du marché marche. Le programme spatial, vous verrez une très grosse annonce dans 1 mois. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles il est avancé en fait au final de 9 mois. Donc on démarre notre série A maintenant. On va essayer de la closer en juin 2025. Deuxièmement, après 3 voyages avec Camille aux États-Unis, on a fini par comprendre comment on faisait pour ouvrir une filiale aux US et où est-ce qu'il fallait la mettre. Donc on ouvre précisément à Palo Alto dans les semaines à venir et on y place notre bureau américain, peut-être associé à un fonds US à la levée, peut-être pas, on va voir. Et évidemment, on démarre du coup la roadmap spatiale, on recrute un poids lourd du domaine et vous verrez, on a une très belle signature de contrat dans ce secteur qui sera annoncé dans quelques semaines. Ben voilà, je vous remercie et on peut retourner à nos petits fours.